Dans notre corps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces glucides, donc toutes ces formes différentes de sucre, vont suivre le même chemin et finir transformés en glucose. Donc, je répète, ça veut dire que vous mangiez un bonbon ou du quinoa, ça va finir dégradé en glucose dans votre corps. Et c'est souvent de là que vient l'incompréhension et du coup l'erreur dans l'assiette parce qu'on se dit sucre égale gâteau, bonbon, biscuit. Mais par contre, si je mange beaucoup de quinoa, de sarrasin, de pommes de terre, etc., on n'a pas forcément conscience que ça va donner la même chose à la fin dans notre corps. Bienvenue dans Parlons Digestion, le podcast pour comprendre enfin ce que votre ventre essaie de vous dire. Je suis Cécile Caron, praticienne en nutrition fonctionnelle spécialisée dans le bien-être digestif. Je me suis prise de passion pour les pouvoirs extraordinaires de notre ventre et j'ai eu envie de les partager avec la moitié de la population tout de même qui souffre de maux de ventre. Alors restez avec moi pour comprendre les causes de vos troubles digestifs et comment vous en libérer, non seulement pour apaiser les ballonnements, problèmes de transit et autres joyeusetés, mais aussi pour calmer votre esprit, réduire votre stress et retrouver énergie et sérénité. Parce que non, tout ça n'est pas dans votre tête. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Digestion, dans lequel on va parler d'un sujet, on va développer un sujet que j'ai abordé brièvement dans l'épisode 14, mais qui selon moi mérite un épisode en soi, puisque c'est un sujet qui génère énormément d'incompréhension, pour pas dire le sujet qui génère le plus d'erreurs en alimentation, en tout cas de ce que je vois dans les consultations. Je dirais qu'il y a la majorité de mes consultations dans lesquelles on fait le constat avec la personne que j'accompagne. Elle me dit: «Non, mais moi, je ne mange pas beaucoup de sucre, je ne mange pas de bonbons, pas de biscuits, je ne mets pas sucre dans mon café» et cetera, et pourtant, on se rend compte que cette personne mange beaucoup trop de sucre en fonction de ses besoins. Cette incompréhension, ça vient du fait qu'en général, on ne comprend pas que pour notre corps, le fait qu'on mange du sucre blanc ou des pâtes complètes, c'est la même chose et je vais vous expliquer tout ça. J'espère qu'en 15-20 minutes, la durée de cet épisode, vous allez pouvoir maîtriser ce sujet sur le bout des doigts. Vous allez voir, c'est vraiment pas complexe à comprendre et je l'espère, ça va vous permettre de réajuster votre assiette, votre alimentation pour ne plus faire cette erreur parce que c'est un sujet qui est finalement assez simple à comprendre. Mais quand on ne connaît pas tout ça, on a tendance à cumuler les différentes sources de glucides et de sucre sans même le savoir. Et tout ça, ça peut déboucher sur de la fatigue, du stress, des problèmes de glycémie avec un yo-yo de la glycémie, avec des hypoglycémies, des fringales de sucre, de la fatigue, puis à terme, une résistance à l'insuline, un diabète de type 2 ou bien aussi des problèmes de digestion avec des ballonnements, etc. Alors c'est parti, et pour commencer, je voulais d'abord clarifier les choses autour des termes qu'on utilise, parce qu'en général, on utilise plein de termes différents, on ne sait pas trop ce que ça désigne. On utilise glucides, féculents, céréales, sucre, sucre lent, sucre rapide, glucides simples, glucides complexes, etc. Bref, on ne sait plus trop, on s'y perd. Donc je voulais déjà clarifier les choses par rapport à tout ça. Le premier terme, c'est les glucides. Les glucides, il faut imaginer que c'est un terme un peu parapluie. Ça désigne la grande famille de tous les sucres. Tout ce que je viens de décrire avant, tous ces termes, c'est englobé dans les glucides. C'est le terme scientifique pour englober toutes les formes de sucre, qu'ils soient simples, complexes, peu importe. Donc que ce soit du sucre blanc, du miel, l'amidon des pâtes, bref, toutes les céréales, etc., les fruits, les biscuits, les gâteaux, bref, tout ça, c'est des glucides. Le deuxième terme, c'est les féculents. Alors, c'est un terme qu'on utilise peut-être un peu plus en cuisine, mais c'est un terme qui va désigner finalement tous les aliments qui sont riches en amidon. Toutes les pâtes, riz, pommes de terre, légumineuses, le quinoa, la banane, la châtaigne, etc. Tout ça, c'est des aliments glucidiques qui sont riches en amidon. Ça rentre dans la catégorie des glucides complexes, qu'on appelle glucides complexes, mais c'est pas parce que c'est complexe, vous allez voir que c'est forcément meilleur pour votre glycémie. Le troisième terme, c'est les céréales. Alors là, en général, on comprend bien de quoi on parle, on connaît bien les céréales. C'est vraiment ces graines qui viennent de plantes, de graminées, tout ce qui est blé, avoine, riz, orge, seigle, etc. Et toutes les céréales sont des féculents, puisqu'il y a une forme d'amidon, mais tous les féculents ne sont pas des céréales. Par exemple, la pomme de terre, c'est pas une céréale, mais c'est bien un féculent. Et quatrième terme, c'est le sucre. Alors sucre, en général, dans l'inconscient collectif, on se dit c'est tout le sucre ajouté, le sucre rapide, ce qu'on appelle sucre rapide, c'est-à-dire le sucre blanc qu'on met dans le café, le sucre qu'on va utiliser pour faire un gâteau, le sucre qui est dans les biscuits, etc. On associe ça à des desserts, à des douceurs sucrées, à ce sucre ajouté finalement. Alors que le terme sucre, c'est vraiment un synonyme de glucide et glucides ou sucre, finalement, c'est la même chose.
Alors, peu importe le nom qu'on leur donne finalement, que ce soit glucides ou sucre, ou bien féculents ou céréales, etc. Dans notre corps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces glucides, donc toutes ces formes différentes de sucre, vont suivre le même chemin et finir transformés en glucose. Donc, je répète, ça veut dire que vous mangiez un bonbon ou du quinoa, ça va finir dégradé en glucose dans votre corps. Et c'est souvent de là que vient l'incompréhension et du coup l'erreur dans l'assiette parce qu'on se dit sucre égale gâteau, bonbon, biscuit. Mais par contre, si je mange beaucoup de quinoa, de sarrasin, de pommes de terre, etc., on n'a pas forcément conscience que ça va donner la même chose à la fin dans notre corps. Et justement, pour bien voir ce qui se passe dans notre corps et ne plus faire cette confusion, on va voir le voyage des glucides assez rapidement, hein, je vous rassure. Si vous mangez un aliment qui est sucré, un glucide, peu importe lequel, vous allez le mettre dans votre bouche. Là, vous allez bien mâcher normalement. Et si c'est un amidon, déjà, il va y avoir l'amylase salivaire, qui est cette enzyme qui va commencer à découper cet amidon dans votre bouche. Ensuite, l'aliment va descendre dans l'œsophage, va arriver dans l'estomac, puis va passer dans l'intestin grêle. Et là, tout au long de la digestion, il va être découpé en différents morceaux. Il va être démantelé en quelque sorte par les enzymes notamment. Et puis, il va arriver au niveau de l'intestin grêle en molécules uniques. Normalement, si votre digestion s'est bien passée. C'est-à-dire que les différentes molécules vont être découpées pour arriver notamment sous forme de glucose, mais pas que. Il va y avoir une molécule de glucose qui est le carburant de base de nos cellules. À ce stade-là, que vous ayez mangé du riz blanc, des pâtes, du sucre blanc, un biscuit, du quinoa, peu importe, il va y avoir des molécules de glucose qui vont arriver dans votre intestin grêle. Et là, ce glucose va traverser la paroi intestinale, rentrer dans le corps et se retrouver dans la circulation sanguine. Là, notre glycémie va monter puisque le taux de glucose dans le sang va augmenter. Notre pancréas est averti qu'il y a justement du glucose qui arrive. Il va sécréter de l'insuline et cette insuline, qui est une hormone, va permettre au glucose d'entrer dans les cellules. Une fois dans les cellules, ce glucose va être soit utilisé immédiatement parce qu'on a besoin d'énergie, on est en train de bouger, de faire du sport, etc. Et notre corps a besoin d'énergie, donc il va utiliser ce glucose pour produire de l'énergie grâce au cycle de Krebs. Pour ceux d'entre vous qui ont des réminiscences des cours de biochimie peut-être du lycée, pour produire notamment de l'ATP qui est un peu la monnaie énergétique de notre corps. Mais si on n'a pas besoin d'énergie tout de suite à l'instant T, ce glucose va être stocké sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles, qui va devenir une réserve qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Et si on n'a pas besoin d'énergie tout de suite et qu'en plus nos réserves sont déjà pleines, c'est là que ça se complique, où finalement ce glucose, notre corps ne sait plus trop quoi en faire et il va le transformer en graisse parce que nos réserves sont déjà pleines. Alors vous voyez avec cette description de ce qui se passe dans le corps que finalement, peu importe l'aliment glucidique qu'on va manger, ça va se transformer en glucose qui va passer dans le sang, qui va faire monter notre glycémie, tout ça est normal. Et puis, soit ça va nous servir tout de suite pour produire de l'énergie, soit ça va remplir nos stocks de glucose pour être utilisé plus tard, soit, on ne sait plus quoi en faire parce qu'on mange beaucoup trop de glucides par rapport à nos besoins et là, ça se stocke sous forme de gras. Maintenant, je fais un petit aparté parce qu'évidemment, dans cet épisode, je mets le focus sur le glucose, sur votre glycémie, mais évidemment que la qualité des aliments compte énormément et n'aura pas du tout le même impact sur votre corps, sur l'inflammation, etc. Que vous mangiez un bonbon ou du quinoa, les 2 vont générer du glucose, mais par contre, ça n'aura pas du tout le même impact puisque le bonbon est un aliment ultra transformé, le sarrasin est un aliment naturel et en termes de densité nutritionnelle, c'est pas du tout la même chose. Le sarrasin va, en plus du glucose, apporter des fibres, des minéraux, des vitamines, des antioxydants, bref, va vraiment nourrir nos cellules, va apporter à notre corps ce dont il a besoin en termes de micronutriments pour faire son travail. Le bonbon, lui, va juste apporter du sucre pur sans aucun nutriment d'accompagnement et ça va pas du tout aider notre corps à fonctionner correctement. Au contraire, c'est ce qu'on appelle des calories vides et ça va plutôt être pro-inflammatoire. Et globalement, les aliments à haute densité nutritionnelle, c'est-à-dire qui, oui, peut-être apportent du glucose, des sucres, mais ont aussi beaucoup de nutriments très intéressants pour le corps, ont tendance à être plutôt anti-inflammatoires, tandis que les glucides qui sont raffinés, ultra transformés, etc., peuvent au contraire favoriser l'inflammation chronique. Alors tous les glucides deviennent du glucose, par contre l'emballage nutritionnel qui les accompagne, c'est vraiment ça qui va faire la différence au niveau de notre santé. Maintenant qu'on a compris le processus, c'est là que c'est important de comprendre aussi qu'il faut ajuster la consommation des glucides à nos réels besoins.
Vous comprenez bien qu'une personne qui est sédentaire et qui pèse 50 kilos n'a pas du tout les mêmes besoins, y compris en termes de glucides, qu'une personne qui fait 90 kilos et qui fait de la musculation ou qui est hyper active. Ça paraît vraiment logique. Donc c'est important de prendre en compte notre âge, notre poids, mais aussi notre activité physique. Si on est très sportif, en général, on a tendance à avoir une masse musculaire qui est bien plus développée que quelqu'un de sédentaire. Et il faut savoir que les muscles, c'est des grands consommateurs de glucose, justement, et ils vont aller puiser dans les réserves de glycogène qu'il va falloir ensuite reconstituer en mangeant des glucides. C'est pour ça que c'est important de prendre en compte votre niveau d'activité physique. Est-ce que vous êtes assis toute la journée ou bien est-ce que vous êtes hyper actif ou bien hyper sportif? Deuxième indice qui peut vous aider à réguler votre consommation de glucides en fonction de vos besoins, c'est votre poids actuel. Si vous avez des kilos en trop, vous êtes en surpoids, c'est déjà certainement que vous mangez trop de glucides ou trop de calories par rapport à vos besoins énergétiques. Je précise quand même, c'est pas du tout l'objet de cet épisode, mais je précise quand même que le surpoids ou les kilos en trop ne se résument pas du tout à juste vous mangez trop, il faut manger moins. C'est plus complexe que ça, hein. Mais voilà, il y a quand même une histoire de calories et de glucides, certainement, qui sont en trop grande quantité par rapport à vos besoins. Et au-delà du poids, il y a aussi la composition corporelle. Alors, comme je le disais tout à l'heure, plus vous avez du muscle, plus vous allez consommer de glucides. Mais aussi, si vous voyez que vous avez, pas forcément de surpoids, mais un excès de graisse au niveau abdominal, là, on peut suspecter éventuellement déjà un peu une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que même si votre glycémie à jeun dans vos analyses est normale, il est possible que votre corps, déjà, votre pancréas, il ait déjà du mal à suivre et qu'il donne tout pour sécréter de l'insuline et que cet excès de glucose dans le sang rentre quand même dans les cellules ou soit stocké, etc. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, si vous mangez beaucoup trop de glucides, il n'arrive plus à suivre et ça se reflète pas encore dans votre glycémie à jeun. Donc là, tout peut paraître normal. Par contre, il y a déjà un problème au niveau de l'insuline. Et si vous dosez votre insuline dans les analyses, vous allez peut-être voir qu'elle commence déjà à augmenter. Elle augmente, elle augmente, elle augmente jusqu'à ce que le pancréas n'arrive plus à suivre. Et là, ça se reflète vraiment dans le dosage de la glycémie à jeun. Et troisième chose qu'on pourrait prendre en compte aussi pour réguler notre consommation de glucides dans notre assiette, c'est les hormones, la question des hormones. Surtout pour les femmes, parce que les femmes, donc on est soumises à différents changements hormonaux au cours de notre vie. Alors les hommes également, hein, mais c'est plus marqué chez les femmes. C'est-à-dire que qu'on soit de 12, 13 à 50 ans à peu près grossièrement, on va être dans notre période fertile où on est réglé. Là, on va avoir un métabolisme qui est plus rapide que quand on va approcher la ménopause, la périménopause, où là, notre métabolisme a tendance à ralentir. Donc ça joue vraiment sur notre métabolisme et donc notre consommation de glucose. Et il faut aussi regarder ce qui se passe au niveau de la thyroïde, puisque la thyroïde, c'est un peu le chef d'orchestre, le métronome de notre corps. Si la thyroïde fonctionne au ralenti, tout notre métabolisme va être ralenti. Si vous mangez quand même une quantité importante de glucides alors que votre métabolisme est au ralenti et en gros ne brûle pas assez de glucose, vous allez vous retrouver avec des stocks qui seront pleins et un excès qui va se transformer en graisse. Tous ces facteurs vont influencer finalement notre tolérance aux glucides. Alors mon message ici, c'est pas du tout, du tout, si vous devez retenir une chose, c'est pas du tout d'avoir peur des glucides et de ne plus manger de glucides. Pas du tout, parce que les glucides sont indispensables au bon fonctionnement de notre corps. Sans glucides, ça peut être très compliqué, je vais en parler juste après. Même s'il y a des personnes qui fonctionnent beaucoup mieux sous diète cétogène, donc c'est-à-dire avec pratiquement pas de glucides ou très très limité. Bon, c'est des cas assez particuliers. Il faut savoir quand même que les glucides sont la source privilégiée de notre corps pour fournir de l'énergie. Sans glucides, ça peut être assez compliqué. Donc, le message à retenir, c'est pas du tout d'avoir peur des glucides et de les éliminer, mais pas non plus d'en manger trop. Il faut vraiment, comme toujours, trouver un équilibre, manger des bons glucides de bonne qualité et adapter les quantités en fonction de vos besoins. Donc, la question des glucides, c'est quand même quelque chose de très individuel, bon, comme souvent en nutrition, et on n'est pas du tout égaux face aux glucides, vous l'aurez compris. Et pour que cet épisode soit hyper actionnable, pratique pour vous et que vous puissiez changer les choses concrètement dans votre assiette et dans votre alimentation, je vais vous décrire maintenant un peu les différentes sources de glucides. Et peut-être que là, plusieurs d'entre vous vont avoir un peu un aha moment, comme on dit en anglais, cette épiphanie un peu où vous allez vous rendre compte de quels sont les glucides et vous allez peut-être vous rendre compte que vous consommez plusieurs sources de glucides dans la même assiette sans même vous en rendre compte. Et souvent, le problème vient de là. Donc, je vais passer un peu en revue les différents types de glucides et ensuite comment vous pouvez choisir plutôt une catégorie de glucides qu'une autre
en fonction de votre profil. Alors, première catégorie de glucides, c'est les céréales. Comme je le disais au début, en général, c'est une catégorie qui parle à tout le monde. En général, on voit bien ce que c'est des céréales. C'est du blé, de l'avoine, de l'orge, du seigle, du riz, du sarrasin, etc. Donc ça, on voit bien ce que c'est. Et ça, oui, ce sont des aliments qui contiennent des glucides. Maintenant, la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on est obligé de mettre des céréales à chaque repas pour avoir de l'énergie? Non, on n'est pas obligé de mettre des céréales, on n'est pas obligé d'en manger. Ce qui est important, c'est d'avoir une source de glucides en quantité qui est adaptée à vos besoins. Donc, est-ce qu'on a besoin de mettre des céréales? Pas du tout. Quelles sont les autres sources de glucides si on ne mange pas de céréales? Alors, on a tout ce qui est courge, butternut, potimarron, potiron, courge spaghetti, peu importe le type de courge, ça, ce sont des glucides. Ensuite, on a tous les légumes racines ou tubercules, type pommes de terre, patates douces, topinambour, panais, carottes. Les carottes sont des glucides, betteraves également, rutabaga, manioc, bref, tous ces légumes racines. Souvent, finalement, ce sont des légumes qui sont orangés, rouges. Les légumes verts, vous pouvez pas vous tromper. Bon, il y a toujours un petit peu de glucides dans les fibres des végétaux, mais c'est pas considéré comme des aliments qui sont glucidiques. Ça ne peut pas remplacer des céréales. C'est-à-dire, si vous mangez des épinards ou du brocoli, il n'y a pas assez de glucides pour vous fournir du glucose. Ensuite, il y a tous les fruits. Tous les fruits contiennent des sucres. La banane, la pomme, la poire, le raisin, la nectarine, l'abricot, la figue, tout ce que vous voulez. Ils contiennent plus ou moins de sucre, mais en tout cas, les fruits contiennent une forme de sucre. Ce sont des glucides. Les légumineuses aussi contiennent des glucides puisque, on va dire à peu près, c'est 50 de glucides, 50 de protéines. Donc c'est un apport de glucides intéressant aussi et vraiment, de qualité. Et puis dernière catégorie, c'est un peu ce qu'on appelle, les sucres rapides, c'est-à-dire les sucres ajoutés, tout ce qu'on va mettre, le sucre blanc dans notre café, le sucre roux, sucre de coco, les sucres complets, peu importe, tous les sucres que vous allez utiliser pour faire des desserts, ou bien les biscuits que vous achetez, tout faits, ou bien des bonbons, ou bien des pâtisseries, ou encore, tous les yaourts, aromatisés, les yaourts sucrés, toutes les céréales, du matin, les mueslis, y compris les mueslis, considérés comme, bio, sains et cetera. En général, il y a beaucoup de sucre. Donc tous ces aliments-là, le miel, le sirop d'érable, la stevia, bref, les sirops de glucose, fructose qui sont ajoutés dans les aliments ultra transformés, les sirops de maïs, etc. Tout ça, ce sont aussi des sucres, des glucides. Et peut-être qu'avec cette liste, certains d'entre vous se sont dit: «Ah, mais en fait, la carotte et la courge, ce sont aussi des glucides». Et ça, c'est une incompréhension ou une erreur qui est très fréquente et qui souvent, malgré vous, vous pousse à manger plus de glucides que ce que vous ne pensez. C'est l'exemple que je prends souvent, mais du riz avec de la courge dans une sauce coco, très bonne, avec, des pois chiches, par exemple. Ça, c'est un plat végétarien qu'on trouve finalement assez souvent et vous comprenez là que riz, courge et pois chiches, ce sont des glucides. Donc vous avez finalement 3 sources de glucides. Pour peu qu'après ce repas-là, vous mangiez un petit peu de pain avec du fromage et puis un dessert, que ce soit un fruit ou un morceau de gâteau ou un biscuit ou un yaourt aromatisé ou du chocolat, peu importe, ça va être encore une source de sucre. Donc vous avez plein de sources de sucre différentes dans un même repas. Vous avez finalement assez peu en proportion de protéines et assez peu de d'autres légumes. Il n'y a pas de légumes verts, voilà, vous n'avez pas d'autres légumes qui ne seraient, pas glucidiques. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à réécouter plusieurs fois cette partie avec la liste des glucides, parce que parfois ça prend du temps pour intégrer qu'est-ce qui est considéré comme un glucide et qu'est-ce qui ne l'est pas, pour éviter de perpétuer cette erreur dans votre assiette, de cumuler différentes sources de glucides au cours du même repas. Et pour terminer l'épisode, je vais essayer de vous donner un petit peu des points de personnalisation des glucides. Donc, quels glucides choisir en fonction peut-être de vos problématiques. Évidemment, ça reste un podcast, c'est pas personnalisé non plus, mais pour vous guider au maximum. Premier point, c'est la question des céréales. Tout le monde n'est pas d'accord sur les céréales. Pour certains qui ont une tendance un peu plus paléo, les céréales, ne devraient pas être consommées parce que ça a été développé, heu, assez tardivement quand l'humain s'est sédentarisé. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est consommé naturellement. Maintenant, on est tous différents, donc le mieux quand même, c'est que vous testiez par vous-même. Vous pouvez manger pendant une période des céréales, une autre période, vous n'en mangez pas et vous voyez comment vous vous sentez. Les céréales, pour certaines personnes, ça peut être pro-inflammatoire et si vous savez que vous avez déjà de l'inflammation, notamment parce que vous avez une maladie auto-immune, c'est forcément une base inflammatoire. Là, vous pouvez tester et voir si les céréales vous conviennent mieux ou pas. Est-ce que vous avez plus de crises ou de poussées de votre maladie auto-immune, avec ou sans céréales? Donc voyez, faites un peu des tests.
Le problème qu'il peut y avoir avec les céréales, c'est que déjà, il y a les céréales qui contiennent du gluten, comme le blé par exemple, le seigle, l'orge. En général, le gluten est pro-inflammatoire pour tout le monde. Il a un mécanisme d'inflammation sur la paroi intestinale pour tout le monde. Certains vont bien réguler, d'autres beaucoup moins bien. Et le problème qu'il peut y avoir aussi avec les céréales, même celles qui ne contiennent pas de gluten, c'est qu'elles contiennent des lectines qui peuvent irriter la paroi intestinale chez certaines personnes qui sont sensibles aux lectines. Alors là encore, je vous invite à tester en fonction de votre tolérance. Et cette inflammation au niveau intestinal peut perturber le microbiote. Et quand on parle de microbiote, si on a une dysbiose, la consommation de glucides, en tout cas excessive de certains glucides, peut empirer la situation parce que les glucides vont nourrir certaines bactéries ou certaines levures champignons, comme le Candida albicans par exemple, qui donne la candidose. Et certaines bactéries pathogènes aussi raffolent des sucres. Donc si vous mangez trop de glucides par rapport à votre tolérance, vous allez nourrir ce déséquilibre au niveau du microbiote et là, vous risquez d'avoir, des fermentations excessives avec, des ballonnements, des gaz, le fameux ventre gonflé de femme enceinte, que vous n'arrivez plus à faire partir, mais aussi des dérèglements du transit avec, une constipation ou de la diarrhée par exemple. Et ces bactéries ou ces levures en surnombre qui sont nourries par les glucides peuvent produire des gaz et des toxines qui vont irriter l'intestin et c'est vraiment un cercle vicieux. Dans ce cas-là, il vaut mieux adapter votre consommation des glucides, le temps de rééquilibrer votre microbiote. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas manger du tout de glucides, attention, mais peut-être ajuster en fonction de votre tolérance. Et justement, attention, puisque l'inverse existe aussi. Et j'ai déjà vu des femmes qui ont réduit tellement les glucides parce qu'ils ont été diabolisés, parce qu'ils vont faire prendre du poids, ou bien c'est des personnes, des femmes qui font pas mal de musculation, qui veulent plutôt sécher, et cetera. Finalement, elles ne mangent pas assez de glucides et résultat, elles se retrouvent avec des dérèglements hormonaux, avec des cycles irréguliers, voire de l'aménorrhée, donc plus du tout de règles, ou bien la thyroïde qui est complètement, dérégulée, de la fatigue, des insomnies, du stress, de l'anxiété, et cetera. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un stress pour le corps de ne pas avoir assez de glucose. Je répète, les glucides, c'est vraiment la source principale de notre corps pour produire de l'énergie, mais pas que l'énergie, ça va aussi, permettre de produire les hormones, notamment les hormones sexuelles. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des dérèglements hormonaux et certaines femmes qui vont ajuster un peu leur consommation de glucides, vont en mettre un petit peu plus dans leur assiette, vont se sentir beaucoup mieux sans avoir forcément de dérèglement, de la glycémie, prendre du poids, et cetera. Et il y a aussi le mythe parfois de pas de glucides le soir parce que ça fait grossir, donc pas de glucides après 17 heures, et cetera. Ça, encore une fois, c'est vraiment en fonction de la tolérance de chacun. Avoir des glucides, une source de bons glucides le soir en quantité raisonnable, ça peut aussi vous aider à calmer le système nerveux. Je ne dis pas qu'il faut forcément manger des glucides pour calmer le système nerveux, mais en tout cas, chez des personnes qui sont anxieuses, stressées, qui ont du mal à redescendre le soir avec le cerveau qui mouline à fond, qui n'ont pas de problème de surpoids, pas de problème de dérèglement de la glycémie, de l'insuline, et cetera, parfois d'augmenter un petit peu les glucides, en tout cas d'en mettre le soir, ça peut vraiment aider à mieux dormir, à calmer le système nerveux, et cetera. Et certaines personnes, alors souvent des femmes, bon, c'est aussi parce que j'ai un biais, je vois beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais certaines femmes ne consomment pas assez de glucides, elles n'en mangent pratiquement pas le matin, pas trop le midi, un peu le soir peut-être, ou un peu le midi mais pas le soir. Bref, sur la journée, elles n'en consomment pas du tout assez et ça, on peut se retrouver avec assez peu de glucides, trop peu, et notre corps a du mal à fonctionner parce que c'est un stress pour lui. Imaginez, pas assez de glucides pour notre corps, c'est égal un stress physiologique, c'est-à-dire pas assez d'énergie et pas assez d'énergie pour fonctionner, pour partir en courant s'il y a un stress, s'il y a besoin, et cetera. Voilà, pour résumer, trop de glucides, ça peut poser problème, pas assez aussi, ça dépend vraiment de la sensibilité individuelle de chacun. Mais j'espère qu'avec cet épisode, vous aurez compris déjà que tous les glucides, peu importe lesquels, que ce soit des sucres rapides, lents, et cetera, vont donner tous du glucose dans le corps, qui va soit être utilisé, soit stocké dans nos réserves de glycogène, soit stocké sous forme de graisse parce qu'on en mange beaucoup trop. À terme, ça peut complètement déréguler notre glycémie, notre insuline et on va vers de la résistance à l'insuline et du diabète de type 2. Et ça peut quand même aller assez vite. J'ai déjà vu des personnes qui mangeaient pourtant tout fait maison, mais elles faisaient typiquement l'erreur que j'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire manger du riz avec de la courge et des pois chiches, par exemple, c'est végétarien, et puis qui allait manger quand même un petit peu de pain avec du fromage, et puis un dessert, et qui avait quand même ensuite une fringale de sucre dans l'après-midi, qui allait manger
tout fait maison, des gâteaux faits maison, et cetera. Et finalement, sur le papier, ça peut être considéré comme une alimentation saine, puisqu'on mange beaucoup de légumes quand même, on cuisine soi-même, on achète finalement peu d'aliments ultra transformés. Et pourtant, ces personnes se sont retrouvées en résistance à l'insuline parce qu'elles mangeaient beaucoup trop de glucides par rapport à leurs besoins, très peu de protéines, pas assez de matières grasses. Et c'est un cas très, très classique. C'est pour ça que je voulais faire cet épisode pour éclaircir les choses. Voilà, j'espère qu'il vous aura aidé à rectifier le tir s'il y avait besoin de votre côté. N'hésitez pas à me partager votre expérience en commentaire de cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.